Monsieur Sahel, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous vos auditeurs et vos auditrices. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Le discours du président de la République pendant près d'une heure et demie, le chef de l'État prononcé s'est adressé à la nation devant les parlementaires des deux chambres. Deuxième discours du genre depuis son accession au pouvoir. Le président s'engage à en faire une tradition pour plus de transparence et une meilleure gouvernance. Alors, première question, monsieur Sahel. Qu'est-ce qu'on doit ou quels sont les points les plus importants? Quelle lecture d'abord faire de ce discours? Effectivement, le président de la République a prononcé un discours destiné à la nation à travers les représentants du peuple. Donc, si vous voulez, cela a été fait conformément à l'article 150 de la Constitution qui prévoit une réunion extraordinaire, une session extraordinaire. Dans l'ordre du jour était ce discours prononcé par le président de la République destiné à la nation pour faire un état des lieux sur ce qui a été réalisé du premier mandat jusqu'au début de ce mandat sur tous les plans. Et aussi c'était une occasion pour revenir sur les défis et les enjeux, tant au niveau national qu'au niveau international. Donc ce qui a lieu de retenir d'abord, c'est que le fait que le président de la République, lors de son discours de l'année passée, je me souviens, il avait bien insisté en disant qu'il avait la volonté de consacrer ce discours comme étant une tradition pas protocolaire, mais plutôt une tradition très positive à mon sens, qui va dans le sillage du renforcement de la pratique démocratique. Quand il a insisté sur le fait qu'il avait cette volonté d'ancrer ce discours comme étant une tradition, cela confirme aussi une certaine bonne santé du travail qui est fait entre les différentes institutions, c'est-à-dire c'est une occasion qui a permis au peuple algérien de constater qu'il y a une certaine harmonie interinstitutionnelle. Parce que le président de la République, comme vous devez le savoir, il représente ce qu'on appelle le pouvoir exécutif dans le jargon constitutionnel, et le Parlement représente le pouvoir législatif. Il incarne aussi la souveraineté du peuple. Et donc le président de la République, en décidant de prononcer ce discours une autre fois destiné à la nation à travers les représentants du peuple, vient confirmer, comme je vous ai dit, cette harmonie institutionnelle, et ce qui est une bonne chose pour la pratique démocratique dans le pays. Alors, dans ce discours, il y a eu donc cet engagement de faire de cette pratique une tradition, mais également autre engagement, celui d'ouvrir un dialogue national. Le président le veut serein et inclusif. C'est ce qu'on a entendu hier donc dans son discours. C'est un appel. Est-ce qu'on peut dire que c'est une main tendue pour les partis d'opposition et pour la société civile, monsieur Sahel? C'est pas seulement une main tendue pour l'opposition, parce que cela voudrait dire qu'on va cadrer ce dialogue voulu par le président de la République dans un angle rétréci. Or, d'après ce que j'ai compris en tant que politologue et en tant que juriste, c'est que le président de la République, depuis le début depuis son investiture en 2019, il avait adopté cette approche consensuelle. Vous vous souvenez, quand il avait lancé le projet de la révision constitutionnelle de 2020, il avait institué un comité d'experts qui devait proposer un projet selon la lettre contenant les axes qui ont été proposés par le président de la République, sans restreindre le champ d'intervention du comité d'experts. Donc, juste après, qu'est-ce qu'il y a eu? Le projet a été destiné à la classe politique, à la société civile, aux différentes composantes de la société.
déjà, le fait qu'il avait choisi cette approche traduisait sur le plan politique cette volonté du président de la République d'adopter un nouveau mode de gouvernance, c'est-à-dire une approche consensuelle qui est basée sur l'idée d'associer les différents acteurs politiques, notamment les partis politiques, que ce soit ceux qui sont du côté du président, c'est-à-dire qui le soutiennent, ou ceux de l'opposition, comme vous dites, mais aussi il avait tenu à associer ce qu'on appelle les acteurs sociétaux. Et essentiellement, il avait donné une importance particulière à la société civile parce que il considérait qu'il était nécessaire de donner la possibilité à la société civile de se réorganiser, d'activer dans une nouvelle forme de gouvernance politique qui est connue communément dans le jargon politique ou constitutionnel à travers le monde. On qualifie cela de démocratie participative, c'est-à-dire vous avez les acteurs politiques représentés par la classe politique, par les partis politiques qui font de la politique, et ils ont un objectif essentiel, c'est d'arriver au pouvoir et d'exercer le pouvoir par le biais des mécanismes prévus par la pratique démocratique, notamment les élections dans leurs différentes formes. Et vous avez à côté, dans cette forme moderne de l'exercice de la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie participative, c'est que les acteurs sociétaux disposent de larges prérogatives. Pourquoi? Parce que quand vous dites la société civile, cela implique essentiellement les différentes associations qui ne font pas de la politique, mais qui s'intéressent d'une manière ou d'une autre à la chose politique, parce que vous ne pouvez pas dissocier le fait politique des autres faits dans la société. Seulement, il leur est interdit de faire la politique. Il y a aussi une autre idée qui a été consacrée justement par la révision constitutionnelle de 2020 et par cette volonté politique affichée par le président de la République, c'est d'accentuer l'apport de la citoyenneté. Et là, si vous voulez, le citoyen devient un acteur. Vous avez la classe politique, vous avez la société civile et vous avez le citoyen. Donc, comme disait John Dewey, qui est un philosophe politique moderne, quand on parle de citoyenneté dans le cadre de la pratique de la démocratie participative, on évoque essentiellement le citoyen actif, le citoyen conscient et le citoyen responsable. C'est-à-dire, le citoyen ne se contente pas seulement de réclamer ses droits et de s'attacher à ce que doit lui fournir l'État et tous ses démembrements, mais plutôt il a le droit de réclamer ce qui lui est consacré comme droit par le biais de la Constitution et des différents textes, mais aussi il a des devoirs envers la société, et à travers justement soit les partis politiques, soit la société civile, le citoyen devient un acteur majeur. Donc quand on revient au dialogue, je crois que le président de la République a encore une fois démontré sa volonté d'accentuer cette approche consensuelle. Il a même souligné que c'est une nouvelle approche dans la gestion de la chose publique, c'est-à-dire il a cette capacité d'écoute, cette capacité à associer les différents représentants de la classe politique. On l'a vu même lors des élections présidentielles de septembre 2024, cette harmonie qui avait prévalu lors de la campagne électorale entre les trois candidats. Et on se souvient même, quand il y a eu des recours, pour la première fois dans l'histoire, les deux candidats vaincus et le candidat vainqueur se sont associés dans une approche commune pour aller faire des recours auprès de la Cour constitutionnelle, ce qui était à mon sens une bonne chose pour la pratique démocratique dans notre pays. Et ce dialogue, justement, comme il l'a souligné le président de la République, il veut qu'il soit le plus large possible, en associant la classe politique dans ses différentes facettes, dans ses différentes tendances, pas seulement l'opposition, comme vous avez dit. Très bien. Alors, il y a justement des projets de loi de grande importance qui sont donc attendus. Je parle notamment du code communal et de Wilaya que le président a cité hier.
qui sont déjà donc devant ou qui sont présentés aux parlementaires pour enrichissement. Le texte a été présenté aux parlementaires pour enrichissement. Est-ce que justement on doit s'attendre à ce que le texte soit soumis à d'autres composantes de la classe politique et de la société civile, justement pour renforcer cette démocratie participative dont vous parlez, Monsieur Sahel? C'est possible. Je ne peux pas vous dire, je peux pas vous affirmer dans l'absolu, oui. Mais si je fais de l'analyse en tant que politologue, c'est clair, comme je vous ai dit, du moment que le président de la République a cette volonté de consacrer cette approche consensuelle qui est basée justement sur un dialogue inclusif. Donc déjà le fait qu'il faudrait le saluer quand il a adopté cette approche de révision des deux projets de loi relatifs à la commune et à la wilaya. Il avait déjà institué plutôt un comité national présidé par un ancien ministre des collectivités locales. Donc c'est quelqu'un qui a une vision assez large, une expérience assez importante dans tout ce qui concerne les collectivités locales. Et on avait associé, et c'était une bonne combinaison à mon sens, on avait associé et les représentants de l'exécutif local, c'est-à-dire les Wali et un certain nombre de PAPC. Il y avait aussi je suppose, il y avait un soutien de ce qu'on appelle l'approche technique des experts. Et d'autre part, on avait associé les élus de niveau local et de niveau national. Donc c'était déjà une bonne combinaison. Ce comité a fait son travail. Il a proposé deux projets, deux moutures. Ces moutures de projets de loi ont été soumis justement aux deux chambres du Parlement et probablement à d'autres acteurs qui peuvent apporter une plus-value concernant la révision de ces projets qui sont d'une importance capitale. Monsieur Sahel, nous avons parlé de ce code communal et de wilaya évoqué hier dans le discours du président. Donc deux projets qui sont attendus, ils devraient consolider les réformes et faire des collectivités un exemple de pratique démocratique. Quel changement introduire à cet effet, Monsieur Sahel? Vous savez, c'est des textes qui ont beaucoup d'importance parce qu'ils concernent d'abord la commune qui est la cellule de base, si vous voulez, et le noyau essentiel de l'État. Et vous avez aussi la wilaya. Donc vous avez également le PAPC qui a une double casquette de représentants, d'élus, donc représentants du peuple, et aussi il a dans certaines de ses prérogatives des prérogatives en qualité de représentant de l'État. Pour la wilaya, vous avez l'exécutif qui est incarné par le Wali et les différents directeurs exécutifs de l'exécutif de wilaya, et vous avez l'organe délibérant qui est représenté par les élus de l'Assemblée populaire de wilaya. Ce que j'ai pu déceler à travers les différents écrits se rapportant à ces projets de loi, il y a une volonté partagée de renforcer les prérogatives des élus, notamment les maires. Comme je vous ai dit, quand on sait qu'ils ont une double casquette, renforcer les mesures ou les mécanismes de protection des élus pour les mettre dans de bonnes conditions et les mettre à l'aise dans l'exercice de leurs prérogatives. Il y a aussi un autre point qui revient dans les débats, c'est d'associer et la wilaya et la commune dans une nouvelle approche de gestion des collectivités locales, c'est-à-dire on réfléchit à mettre en place des dispositions juridiques ou légales dans le cadre de ces projets de loi qui pourraient faciliter
l'intervention et de la wilaya et de la commune dans le domaine, dans tout ce qui touche au développement durable. Donc, on ne va pas demander aux communes et aux wilayas de se substituer aux acteurs économiques, mais en faisant attention aux dispositions qui sont mises en place dans le cadre de ces projets de loi, on pourrait faciliter l'intervention et de la commune et de la wilaya, donc et du Wali, du PAPW, du PAPC et de l'Assemblée communale dans tout ce qui touche au développement local, parce qu'au final, quand on revient à la dernière rencontre qui a réuni les Wali et les gouvernements, on a vu que les différentes recommandations allaient dans le sens de renforcer la corrélation entre le développement national et le développement local. C'est-à-dire, on veut faire en sorte que le développement local vient en appui, vient en complément, comme un levier complémentaire au développement national. Alors hier, il a également été question de la lutte contre la corruption, autre axe important pour les pouvoirs publics. Là, il y a déjà des actions qui ont été menées. Comment renforcer aujourd'hui la lutte contre la corruption, M. Sahel? Déjà, il y a tout un dispositif qui est mis en place. Il y a la loi de 2006 qui cadre bien justement la lutte contre la corruption. Il y a eu aussi la mise en place par le biais de la révision constitutionnelle de l'autorité nationale de lutte et de prévention contre la corruption qui mène un travail assez important depuis son installation. La lutte antiterroriste, je me souviens, était un cheval de bataille très important qui avait une place assez conséquente dans le programme du président de la République lors du premier mandat. La lutte contre la corruption. Voilà, si vous vous souvenez, il s'était engagé à lutter contre la corruption dans toutes ses formes et particulièrement lutter contre l'apport de l'argent sale dans la politique. Parce qu'il avait compris, de par son expérience en tant qu'ancien chef du gouvernement, en tant qu'ancien premier ministre, en tant qu'ancien wali, avec toute l'expérience acquise, avant qu'il soit président de la République, il savait qu'il y avait ce fléau qu'il fallait combattre si on voulait réussir le pari du renouveau national. Parce que en 2019, vous vous souvenez, le slogan essentiel de son mandat, c'était construire une nouvelle Algérie. Donc une nouvelle Algérie, cela implique implicitement et clairement revoir les modes de gouvernance et sur le plan politique et sur le plan économique. Et parmi les axes importants de cette modernisation de la gouvernance politique, il fallait une lutte implacable contre la corruption, et cela passait par justement la moralisation de la vie publique dans ses différentes facettes, notamment dans sa dimension politique. Et je pense que beaucoup d'acquis ont été réalisés dans ce sens. Même le président de la République, je me souviens, lors de son discours de l'année passée devant le Parlement, il avait commencé par cette idée justement, en soulignant que ce Parlement était issu justement de cette dynamique qui était basée aussi sur la lutte contre l'argent sale dans le domaine de la politique. L'économie, donc ça a constitué, c'est un des chapitres les plus importants de ce discours d'hier, les principales réalisations, mais également les chantiers, projets structurants qui sont en cours de réalisation ont été abordés. Une façon de réitérer l'engagement, de faire de ce second mandat un mandat économique, Monsieur Sahel? Exactement. Je crois qu'une bonne partie de son discours était axée sur les défis économiques, d'abord sur les acquis et sur les défis et les enjeux. Et là, je dois faire la jonction entre le premier mandat et le deuxième mandat. Si vous vous souvenez, le premier mandat avait commencé dans des circonstances exceptionnelles.
notamment par rapport à la situation mondiale induite par la crise sanitaire, la pandémie du Covid et toutes ses implications. Malgré cela, l'État, sous la direction du président de la République, avec l'apport de toutes les différentes institutions, notamment l'Armée nationale populaire qu'on salue à partir de cette tribune, tout le monde s'était associé pour faire en sorte que les effets de cette pandémie ne soient pas difficiles pour le peuple algérien. Et je me souviens, les 2 premières années étaient essentiellement axées sur le chantier politique. Il y avait la révision de la Constitution, puis il y avait la mise en place des nouvelles institutions, soit instituées par la révision constitutionnelle ou renforcées pour d'autres. Et il y avait aussi le chantier économique qui tenait à cœur au président de la République. Et si vous vous souvenez, je rappelle à vos chers auditeurs qu'il avait dit dans une de ses interventions avec les médias nationaux, il avait dit que le 2022 serait le début, serait l'année de l'économie dans le pays. Et je pense à partir de là, il avait axé ses efforts en direction de ce chantier économique. Et c'est ce qui a permis, à mon sens, d'ouvrir beaucoup de relancer d'abord beaucoup de chantiers qui étaient à l'arrêt. Et c'était des chantiers qui étaient structurants pour l'économie, pour un nouveau départ pour l'économie nationale. Il a évoqué hier le qualificatif de pays émergent. Moi, je partage tout à fait cet avis, sans aucune démagogie, sans aucune approche populiste. Effectivement, la situation économique actuelle, quand on se base sur les indicateurs affichés par l'économie nationale et conformément aux différents rapports des institutions internationales, comme il l'a souligné, la Banque mondiale, le FMI et même d'autres organes indépendants qui suivent de près l'évolution de l'économie nationale, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une dynamique assez conséquente et assez importante de l'activité économique. Et il est revenu sur justement ce qui a été réalisé en matière d'encouragement de création et de création des startups. Les startups qui constituent un levier très important dans les économies modernes. Il est revenu aussi sur l'apport de l'agriculture par rapport au PIB national et à l'économie. Et il a insisté sur le fait de travailler encore plus pour l'industrie, pour renforcer l'apport de l'industrie dans l'économie. Et si vous permettez, il avait souligné un triptyque assez important, à mon sens, dans la notion moderne de sécurité, qui est lié à la sécurité hydrique. Donc il est revenu sur les capacités des capacités et les investissements en matière de dessalement et aussi d'assainissement des eaux usées. Ça, c'est stratégique pour le pays parce que cela nous permettra d'assurer la sécurité hydrique d'une part. D'autre part, il est revenu sur la sécurité alimentaire en saluant les projets qui sont faits à travers le territoire national, notamment dans le Grand Sud où il y a des projets modernes. Et il a aussi souligné la sécurité énergétique. Donc quand vous combinez ces 3 dimensions, on est dans le sens de la notion de sécurité moderne dans notre pays. Alors, une dernière question peut-être, Monsieur Sahel, la politique étrangère, ou une avant-dernière question, puisque nous allons évoquer la question mémorielle, mais concernant la politique étrangère, le président a rappelé donc ses principes fondateurs de la politique étrangère de l'Algérie, à savoir la non-ingérence et être toujours auprès des causes justes, la cause palestinienne et la cause sahraoui. Pour la cause palestinienne, le président parle alors que le génocide se poursuit dans une impunité totale à Gaza. La position de l'Algérie reste immuable. Pareil pour le Sahara occidental. Aujourd'hui, l'Algérie agit au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Le combat continue. Oui, si vous permettez juste, avant d'enclencher le débat sur ces 2 points, je sais que on est pressé. Brièvement, nous n'avons plus beaucoup de temps.
pour les trois dimensions de la sécurité, elles sont importantes pour l'État national. Pourquoi? Parce qu'elles renforcent l'autonomie de notre décision politique et de notre décision économique, et ça renforce par ricochet notre souveraineté nationale. Concernant le dossier de la mémoire, effectivement, le président de la République l'a évoqué, c'était important. Il a donné importance à ce dossier depuis son investiture en 2019, et il est revenu également sur les effets des essais nucléaires faits par l'armée française durant la phase coloniale, et dont les effets négatifs continuent à faire des victimes jusqu'à nous. Donc il a bien fait de souligner qu'il y a une responsabilité politique, morale et historique de la France coloniale. Par ailleurs, concernant la politique étrangère, comme vous l'avez dit, il est revenu sur les deux dossiers qui constituent la boussole de notre politique étrangère, c'est-à-dire la question palestinienne et la question sahraoui. Pourquoi? Parce que cela est conforme à nos positions et conforme à nos principes, nos principes qui sont compatibles avec la légalité internationale, qui sont compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies, et aussi compatibles avec les principes directoires du droit international contemporain, et aussi c'est par un devoir de reconnaissance à tous les pays amis et frères qui nous ont soutenus lors de notre combat libérateur. Donc il est tout à fait normal que l'Algérie, conformément à son ADN, elle ne peut pas renier ce genre de position. Elle ne peut pas avoir une autre politique étrangère hors celle du soutien de toutes les causes justes, sans distinction. Je le rappellerai pour l'histoire, notre soutien important au combat mené par le peuple sud-africain contre le système de l'apartheid. On l'a fait au passé, on le fait aujourd'hui, on le fera demain. Alors, juste une dernière question, brièvement, s'il vous plaît, Monsieur Sahel, concernant le dossier mémorial que vous avez évoqué, la question mémorielle. Le président a insisté hier, l'Algérie exige aujourd'hui une reconnaissance. C'est une étape indispensable, Monsieur Sahel, dans la relation algéro-française. C'est indispensable et c'est essentiel si on veut construire une amitié solide entre l'Algérie et la France. Merci, Monsieur Sahel. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que nous avions avec nous ce matin Monsieur Mkhlouf Sahel, professeur politologue et juriste. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et à demain.